J'ai financé toute ma famille élargie pendant 10 ans, les prêts immobiliers, les frais médicaux de tout le monde. Mais après qu'un ouragan a détruit ma maison, ma mère a ricané, ce n'est pas une œuvre de charité. Papa a craché, nous n'accueillons pas les ratés. Ma sœur a ricané, prends tes enfants et va-t'en. Nous ne voulons pas de tes problèmes ici. C'est là que la réalité m'a frappé. J'étais leur banque personnelle, pas leur famille. Alors j'ai annulé tous les paiements, bloqué tous les comptes et bloqué tous les numéros. À l'aube, mon téléphone avait 73 appels manqués. Je n'aurais jamais pensé écrire cette histoire, mais me voilà, 3 mois plus tard, enfin prête à partager ce qui s'est passé. Je m'appelle Olivia, et pendant 10 ans, j'ai été le distributeur automatique de la famille. Je pensais être généreuse, aimante, encourageante, il s'avère que je me faisais juste exploiter. Tout a commencé assez innocemment en 2015. Je venais de décrocher l'emploi de mes rêves en tant qu'ingénieur logiciel senior dans une start-up technologique qui a fini par entrer en bourse. Le salaire changeait la vie, 6 chiffres qui sont rapidement devenus 7 lorsque mes options d'achat d'actions ont été acquises. Pendant ce temps, ma famille était en difficulté. Maman avait été licenciée de son emploi administratif, l'entreprise de construction de papa était à peine rentable, et ma jeune sœur, Rachel, était submergée par les prêts étudiants tout en travaillant comme enseignante. La première demande est venue de maman. Olivia, chérie, on pourrait perdre la maison. La société de crédit immobilier menace de saisie. Sa voix était tremblante, désespérée. Nous n'avons que 3 mois de retard, mais ils ne veulent pas coopérer. Je n'ai pas hésité. J'ai fait un chèque de 8 400 $ pour rattraper leur paiement, puis j'ai mis en place un virement automatique pour couvrir leurs prêts immobiliers mensuels à l'avenir. Ne vous inquiétez pas de me rembourser, lui ai-je dit. La famille prend soin de la famille. Papa a pleuré quand je lui ai dit de vraies larmes. Tu es un ange, Olivia. Nous t'avons bien élevé. 6 mois plus tard, Rachel a appelé, en sanglotant. Ses remboursements de prêts étudiants la paralysaient, et elle ne pouvait pas se permettre à la fois le loyer et les prêts avec un salaire d'enseignante. Sans réfléchir à 2 fois, j'ai pris en charge ses paiements mensuels de 850 $ et j'ai commencé à couvrir son loyer également. Je te rembourserai quand j'obtiendrai ma maîtrise et que j'augmenterai mon échelle salariale, a-t-elle promis. Puis il y a eu l'urgence médicale de papa, une crise cardiaque à 58 ans, suivie d'une triple pontage coronarien. Même avec l'assurance, les factures étaient astronomiques. J'ai couvert la franchise de 30 000 $ et les frais de réadaptation cardiaque en cours sans broncher. Bientôt, c'est devenu une habitude. Oncle Mike avait besoin d'aide pour son prêt immobilier après son divorce. Cousine Jennifer avait besoin d'argent pour les frais de scolarité de ses enfants dans une école privée parce que les écoles publiques de sa région étaient inadéquates. Tante Linda avait besoin d'une aide financière pour les soins de sa mère dans une maison de retraite. Mes grands-parents avaient besoin de leurs médicaments couverts lorsque les lacunes de Medicare les laissaient choisir entre les pilules et l'épicerie. En 2020, je soutenais financièrement 12 membres de ma famille de diverses manières. Chaque mois, je versais environ 9 200 $ en prêts immobiliers, loyers, prêts, frais médicaux et frais de subsistance. Chaque année, je couvrais environ 35 000 $ en urgence, fonds de vacances, parce que la famille doit rester connectée, et cadeaux de Noël que j'achetais pour qu'ils s'offrent les uns aux autres. Cela ne me dérangeait pas. Les affaires étaient en plein essor, mes investissements fonctionnaient bien, et voir ma famille heureuse et en sécurité valait chaque centime. Lorsqu'ils se réunissaient pour les fêtes dans la grande maison que j'avais achetée à maman et papa, en regardant tout le monde rire et se détendre, sachant qu'ils pouvaient dormir paisiblement grâce à mon aide, cela me remplissait d'un but. Mon mari, Ethan, soulevait parfois des inquiétudes. « Olivia, tu es trop généreuse. Ils deviennent dépendants de toi. » « C'est la famille, rétorquai-je. Quand on a les moyens d'aider, on aide. Mais aucun d'entre eux ne semble jamais essayer d'améliorer leur situation. Ton père pourrait développer son entreprise. Rachel pourrait donner des cours particuliers pour gagner un revenu supplémentaire. Mais pourquoi le ferait-il alors que tu couvres tout? J'ai écarté ces inquiétudes. Ethan venait d'une petite famille financièrement stable. Il ne comprenait pas la dynamique d'une grande famille élargie en difficulté. De plus, je pouvais me le permettre, et les voir s'épanouir me rendait heureuse. Les signes avant-coureurs étaient là, mais je les ai ignorés. Les réunions de famille étaient toujours centrées sur ce que je faisais pour tout le monde, jamais sur mes réalisations ou mes intérêts. Les conversations étaient remplies de mises à jour sur les factures de qui je payais, la crise de qui je résolvais,
les rêves de qui je finançais. Lorsque je mentionnais mon travail ou que je montrais de l'enthousiasme pour une promotion, le sujet revenait rapidement à leurs besoins. Ils demandaient rarement des nouvelles de mes enfants, Clara, 8 ans, et Lucas, 10 ans. Mes enfants étaient chanceux et privilégiés grâce à mon succès, donc leurs difficultés à l'école, leurs amitiés ou leurs activités étaient rejetées comme des problèmes d'enfants riches. Quand Clara était victime de harcèlement et avait besoin de thérapie, Rachel a même dit, au moins, elle peut se permettre la thérapie. Certains enfants doivent juste faire avec les harceleurs. Je me suis dit qu'ils étaient juste stressés à cause de l'argent. Une fois que tout le monde se serait remis sur pied, les choses s'équilibreraient. Puis l'ouragan Marina a frappé notre ville côtière début mars 2022. Nous vivions dans notre belle maison depuis 7 ans. C'était la maison de nos rêves, 4 chambres, 3 salles de bain, une grande cour arrière où les enfants jouaient et un bureau à domicile où je travaillais à distance. Nous avions surmonté des tempêtes plus petites auparavant, mais Marina était un monstre des vents de catégorie 4, 38 cm de pluie en 6 heures et une onde de tempête qui a poussé 90 cm d'eau à travers notre rez-de-chaussée. Ethan et moi nous sommes blottis à l'étage avec Clara et Lucas, en écoutant notre vie être détruite en bas, le bruit des meubles flottants et s'écrasant, des appareils électroniques étincelants et mourants, des photos de famille et des souvenirs emportés. Lorsque l'eau s'est finalement retirée 18 heures plus tard, notre maison était inhabitable. Tout au rez-de-chaussée était ruiné. La cuisine, le salon, la salle à manger, mon bureau et la salle de jeu des enfants étaient complètement détruits. De la boue, des débris et la puanteur de l'eau stagnante remplissaient tous les coins. Le système électrique était hors service, les planchers de bois franc étaient déformés au-delà de toute réparation, et de la moisissure commençait déjà à se développer sur les cloisons sèches. Notre expert en sinistre nous a annoncé la nouvelle dévastatrice, nous étions sous-assurés. Malgré mon succès financier, j'avais fait l'erreur classique de ne pas mettre à jour notre couverture alors que les valeurs immobilières montaient en flèche dans notre zone côtière. Le versement couvrirait peut-être 60% des coûts de reconstruction, nous laissant avec un écart de 180 000 $. Notre fonds d'urgence prendrait en charge le logement temporaire et les besoins immédiats, mais nous aurions besoin d'un endroit où rester pendant au moins 6 mois pendant la reconstruction de la maison. J'ai appelé maman en premier, mes mains tremblant encore du traumatisme des 2 derniers jours. « Oh, chérie, c'est terrible » a-t-elle dit, mais son ton était étrangement plat. « Eh bien, vous avez une bonne assurance, n'est-ce pas ? Vous irez bien. » En fait, nous sommes assez sous-assurés. Il va être coûteux de reconstruire, mais plus immédiatement, nous avons besoin d'un endroit où séjourner pendant que les travaux sont en cours. Pourrions-nous éventuellement séjourner dans votre chambre d'amis, juste temporairement, peut-être 6 semaines jusqu'à ce que nous trouvions une location ? Le silence s'est prolongé si longtemps que j'ai cru que l'appel était coupé. Olivia, cela ne marcherait vraiment pas pour nous. Qu'est-ce que tu veux dire, ça ne marcherait pas ? Eh bien, vous êtes 4 personnes, et notre chambre d'amis n'a qu'un seul lit. De plus, ton père a des problèmes de dos, et tu sais comment il devient quand ses routines sont perturbées. Ce n'est pas une œuvre de charité, Olivia. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Ce n'est pas une œuvre de charité de la part de la femme dont je payais le prêt immobilier depuis 10 ans, dont je couvrais les frais médicaux, dont je finançais les vacances à Hawaï 6 mois plus tôt parce qu'elle méritait une pause. Maman, je ne demande pas l'aumône. Je demande à ma famille de l'aide pendant une urgence. J'ai été. Tu as été quoi ? À jeter de l'argent pour te sentir importante ? C'est ton choix, Olivia, mais ça ne veut pas dire qu'on te doit quoi que ce soit. Ma bouche est tombée. Avant que je puisse répondre, elle a continué, de plus, tu gagnes tout cet argent. Prends un hôtel ou quelque chose. Tu peux te le permettre. J'ai raccroché, abasourdi. Ethan m'a trouvé assise sur notre lit d'hôtel, fixant mon téléphone avec incrédulité. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Je ne pouvais même pas le répéter. Au lieu de cela, j'ai appelé papa. Papa, maman a dit que vous ne pouviez pas nous aider à rester là temporairement pendant que notre maison est reconstruite. J'espérais qu'on pourrait peut-être s'arranger. Sa réponse a été encore pire que celle de maman. Olivia, je vais être franc avec toi. Nous ne nous sommes pas cassés le cul pour subvenir aux besoins des ratés. Tu aurais dû être plus préparé et une meilleure assurance, une meilleure planification. On ne peut pas encourager ce genre d'irresponsabilité. Des ratés ? De l'irresponsabilité ? Cela venant de l'homme dont j'ai maintenu l'entreprise à flot avec 50 000 $ de prêts qui n'ont jamais été remboursés, dont j'ai financé la chirurgie cardiaque,
dont j'ai couvert le paiement du camion quand son entreprise était au ralenti. Papa, un ouragan n'est pas un échec, c'est une catastrophe naturelle. Notre maison a été détruite sans que ce soit de notre faute. C'est à ça que sert l'assurance. Nous t'avons élevé pour que tu sois indépendante, pas pour que tu viennes en courant vers ta famille à chaque fois que la vie devient difficile. L'hypocrisie était stupéfiante, mais j'étais trop choqué pour argumenter. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Rachel. Jess, j'ai besoin d'aide. L'ouragan a détruit notre maison, et maman et papa ne veulent pas qu'on reste chez eux temporairement. As-tu de la place, même si les enfants dorment sur des matelas pneumatiques? On a juste besoin d'un endroit où atterrir pendant qu'on se débrouille. Le rire de Rachel était aigu et cruel. Olivia, sérieusement? Tu ne peux pas simplement déverser tes problèmes sur tout le monde. J'ai ma propre vie, mon propre espace. Prends tes enfants et va-t'en. Nous ne voulons pas de tes problèmes ici. Va-t'en? Je ne suis même pas venu, tu vois ce que je veux dire. Tu essaies toujours de rendre tout le monde responsable de tes choix. Tu as choisi de vivre dans une zone inondable. Tu as choisi de sous-assurer ta maison. Maintenant, tu veux traîner tes enfants et en faire le problème de tout le monde. La cruauté dans sa voix ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais entendu de ma sœur. C'était la femme dont j'ai complètement remboursé les prêts étudiants l'année précédente, dont j'ai couvert le loyer pendant 5 ans, dont j'ai acheté la voiture quand la sienne est tombée en panne. Rachel, je t'ai aidé pendant des années, et je ne t'ai jamais demandé de. Tu as fait ça pour te sentir supérieure, pour jouer les grandes dames. Ça ne veut pas dire que je te dois quoi que ce soit. J'ai raccroché, mes mains tremblant. Ethan me regardait avec un mélange d'inquiétude et de quelque chose qui ressemblait à de la validation. « À quoi penses-tu » a-t-il demandé doucement. « Je pense que j'ai été une idiote. Cette nuit-là, je suis resté éveillé dans le lit d'hôtel, à écouter mes enfants dormir et à penser aux 10 dernières années. Combien de fois avais-je célébré leur succès avec eux? Combien de fois avaient-ils appelé juste pour savoir comment j'allais, pas parce qu'ils avaient besoin de quelque chose? Combien de fois avaient-ils reconnu ce que j'avais fait pour eux ou montré une gratitude sincère plutôt qu'une attente? La réponse était 0. J'ai pensé à chaque réunion de famille où j'étais traité comme un distributeur automatique ambulant plutôt que comme une fille, une sœur et une mère, à chaque conversation qui se concentrait sur ce que je pouvais faire pour eux plutôt que sur qui j'étais en tant que personne, à chaque fois que les besoins de mes enfants étaient rejetés parce que nous étions privilégiés alors que leurs besoins étaient traités comme des urgences nécessitant une attention immédiate. J'ai pensé aux mots de Rachel, « Prends tes enfants et va-t'en. Nous ne voulons pas de tes problèmes ici, comme si mes enfants, sa nièce et son neveu, étaient des fardeaux à éviter plutôt que des membres de la famille méritant amour et soutien. » Au matin, j'avais de la clarté. J'ai passé la journée dans une bibliothèque locale avec accès à un ordinateur, à travailler sur mon ordinateur portable pour accéder à tous mes comptes financiers. 10 ans de soutien à ma famille avaient créé un réseau complexe de paiements automatiques, d'accès aux comptes et d'enchevêtrement financier. Systématiquement, j'ai commencé à tout défaire. Tout d'abord, j'ai annulé tous les paiements automatiques, le prêt immobilier de maman et papa, le paiement de la voiture de Rachel, l'aide au loyer d'oncle Mike, les frais de scolarité de cousine Jennifer, les frais de maison de retraite de la mère de tante Linda, la couverture des ordonnances de grand-père, chaque paiement récurrent a cessé. Ensuite, j'ai révoqué l'accès aux cartes de crédit que j'avais données à divers membres de la famille pour des urgences au fil des ans. J'ai ajouté maman, papa, Rachel et oncle Mike comme utilisateurs autorisés sur mes comptes avec des instructions pour ne les utiliser que pour de véritables urgences. Les relevés montraient des frais pour des restaurants, des vêtements, des divertissements et des articles de luxe qui étaient à peine des urgences. Puis j'ai fermé le compte d'épargne commun que j'avais créé comme un fonds d'urgence familial en transférant le solde de 43 000 $ sur mon compte personnel. Cet argent était censé être pour de véritables crises familiales, mais j'ai découvert qu'il était utilisé pour des vacances et des achats discrétionnaires. J'ai annulé les polices d'assurance vie que je payais pour maman et papa, d'une valeur de 200 000 $ chacune, où j'étais la bénéficiaire mais ils étaient les assurés. J'avais mis cela en place pour m'assurer qu'ils avaient une couverture après la crise cardiaque de papa, en payant 400 $ par mois en prime. La ligne de crédit que j'avais établie pour l'entreprise de papa a été fermée. Le fonds d'études que je contribuais pour les futurs enfants de Rachel a été vidé et transféré sur mes comptes. Le compte d'investissement que j'avais créé pour les soins de longue durée de mes grands-parents a été liquidé. Plus important encore, j'ai rassemblé toute la documentation pour les prêts que j'avais faits au fil des ans et des prêts qui n'ont jamais été officialisés, jamais reconnus par écrit,
et jamais remboursés. Selon mes dossiers, la famille me devait environ 280 000 $ en prêts réels, sans compter les paiements en cours que j'avais effectués. Avec tout documenté, j'ai écrit un seul message que j'ai envoyé à la conversation de groupe familial. À compter d'aujourd'hui, tout soutien financier est terminé. Les paiements automatiques ont été annulés, les cartes de crédit ont été révoquées et les comptes ont été fermés. Cette décision est définitive et non négociable. Compte tenu des événements récents, il est clair que notre relation a été transactionnelle plutôt que familiale. Je ne subventionnerai plus les adultes capables de se prendre en charge. Le montant total que j'ai fourni au cours des 7 dernières années est d'environ 750 000 $ en paiement direct, prêt et soutien. Veuillez ne pas me contacter à moins qu'il ne s'agisse d'une véritable urgence impliquant la santé ou la sécurité de quelqu'un. Puis j'ai bloqué chacun de leurs numéros de téléphone. La réponse a été immédiate et explosive. Mon téléphone, le téléphone d'Ethan, même la réception de l'hôtel ont commencé à recevoir des appels. J'ai dû changer de chambre parce que des membres de la famille se présentaient à l'hôtel pour exiger de me parler. À l'aube du lendemain matin, j'avais 73 appels manqués de divers membres de la famille et de leurs amis. Les messages vocaux allaient des larmes et des excuses aux menaces et aux accusations. Maman a dit qu'elle était désolée, qu'elle avait été stressée et qu'elle ne pensait pas ce qu'elle avait dit. Papa a laissé des messages de colère sur la loyauté et la responsabilité familiale. Les messages de Rachel sont devenus de plus en plus désespérés à mesure que la réalité de sa situation financière la frappait. Oncle Mike s'est présenté à l'hôtel à 6 heures du matin, frappant à notre porte. « Olivia, tu ne peux pas faire ça. Le paiement de ma maison est dû dans 3 jours. » J'ai parlé à travers la porte sans l'ouvrir. « Alors tu devrais probablement trouver un moyen de le payer. » C'est de la folie. Nous sommes une famille. La famille est de la famille. Mike, quand j'avais besoin d'aide, où étais-tu? Le silence était révélateur. Cousine Jennifer a tenté une approche différente, en envoyant sa fille de 8 ans frapper à notre porte avec une note expliquant à quel point elle était confuse et effrayée à l'idée de potentiellement changer d'école. Je me suis senti horrible pour l'enfant, mais j'ai refusé de laisser la manipulation émotionnelle fonctionner. Tante Linda a tenté la culpabilisation, en me rappelant que le paiement de la maison de retraite de grand-maman était dû et qu'elle serait jetée à la rue sans mon aide. Lorsque j'ai vérifié directement auprès de la maison de retraite, j'ai appris que Medicaid couvrirait les coûts une fois qu'ils auraient terminé le processus de demande et la période d'attente obligatoire, qui pourrait prendre de 3 à 6 mois, mais qui finirait par fournir une couverture. La réponse la plus révélatrice est venue de Rachel, qui a laissé un message vocal qui révélait la vraie nature de notre relation. « Olivia, tu es complètement déraisonnable. Tu ne peux pas simplement nous couper les vivres comme ça. J'ai des obligations, des engagements que j'ai pris en fonction de ton soutien. Tu ne peux pas simplement changer d'avis parce que tu passes une mauvaise semaine. Ça va ruiner mon crédit, ma vie. Tu nous dois de la cohérence. Tu nous dois de la cohérence, pas de gratitude, pas de reconnaissance de 10 ans de générosité, mais de la cohérence dans mon rôle de leur banque personnelle. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est la rapidité avec laquelle leurs vraies couleurs ont émergé une fois que l'argent a cessé de couler. En quelques jours, j'ai commencé à entendre des histoires d'amis communs et de voisins sur les conversations que les membres de ma famille avaient en ville. Maman disait aux gens à l'épicerie que je traversais une phase difficile et que j'avais temporairement perdu de vue les choses à cause du traumatisme de l'ouragan. Elle se dépeignait comme la mère longanime qui devait faire face à une fille ingrate qui punissait toute la famille pour un petit désaccord. Papa disait à ses copains de la construction que j'étais dramatique et vengeresse et qu'il m'avait élevé mieux que ça. Il affirmait qu'il avait offert de l'aide pour les dégâts de l'ouragan, mais que j'étais trop fier pour l'accepter. L'ironie ne m'échappait pas, l'homme qui m'avait traité de raté affirmait maintenant qu'il avait offert une aide qui ne s'était jamais matérialisée. Mais l'approche de Rachel était la plus manipulatrice. Elle a lancé une campagne sur les médias sociaux qui était subtile mais efficace, des publications sur la loyauté familiale dans les moments difficiles et des citations sur le pardon étant divin ont inondé sa page Facebook. Elle a partagé des articles sur la façon dont les catastrophes naturelles peuvent provoquer des changements de personnalité temporaires et sur la façon dont les familles doivent rester fortes ensemble pendant les crises. Quiconque lisait ces publications supposerait qu'elle était victime du comportement déraisonnable de quelqu'un d'autre. La partie la plus exaspérante était une publication qu'elle a faite sur les enfants pris entre deux feux dans les conflits d'adultes, accompagnée d'une photo de Clara et Lucas du Noël précédent. La section des commentaires s'est remplie d'amis inquiets demandant si les enfants allaient bien, et les réponses de Rachel étaient magistralement conçues pour insinuer que je mettais en quelque sorte mes enfants en danger avec mon comportement erratique.
Quand Ethan m'a montré la publication, j'ai failli perdre complètement mon sang-froid. Elle utilise nos enfants comme levier émotionnel sur les médias sociaux. Devrions-nous répondre, rétablir la vérité? Non. Quiconque nous connaît assez bien pour que cela compte connaît déjà la vérité. Laisse-la creuser son propre trou. Cette décision s'est avérée judicieuse lorsque plusieurs collègues enseignants de Rachel ont commencé à poser des questions pointues. L'une d'elles, Amanda, avait assisté à des événements scolaires avec Rachel au fil des ans et se souvenait de conversations où Rachel avait mentionné que sa sœur l'aidait avec certaines dépenses. Lorsque le style de vie de Rachel a radicalement changé soudainement en travaillant le week-end, conduisant une voiture plus ancienne, déménageant dans un appartement plus petit, Amanda a fait le lien. Rachel a dit à Amanda lors d'un déjeuner un jour, « Je suis confuse à propos de quelque chose. Tu as mentionné auparavant que ta sœur t'aidait financièrement, mais maintenant tu publies des messages sur la loyauté familiale et le pardon. Est-ce que quelque chose s'est passé entre vous deux ?» La réponse de Rachel, selon Amanda qui m'a appelé plus tard, était révélatrice. Olivia pense que juste parce qu'elle a fait quelques prêts au fil des ans, elle nous possède. Elle essaie de contrôler toute la famille financièrement. Quelques prêts, Rachel? Tu m'as dit qu'elle avait complètement remboursé tes prêts étudiants et qu'elle avait couvert ton loyer pendant des années. Eh bien, oui, mais je ne lui ai jamais demandé de faire ça. Elle a offert. Et maintenant tu l'appelles contrôlante parce qu'elle arrête? La conversation s'est apparemment terminée avec Rachel devenant sur la défensive et changeant de sujet, mais Amanda n'était pas dupe. Elle m'a contacté directement. Olivia, je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et Rachel, mais je voulais que tu saches que certains d'entre nous voient clair dans sa campagne sur les médias sociaux. Si tu veux en parler un jour, je suis là. Ces vérifications de la réalité de la part d'étrangers m'ont aidé à réaliser que je ne devenais pas folle. Les personnes qui observaient la dynamique de notre famille de l'extérieur pouvaient voir ce que j'avais ignoré pendant des années, la nature unilatérale de nos relations et le droit acquis qui s'était développé au fil du temps. Le point de vue des enfants est devenu particulièrement clair au cours de cette période. Clara, qui avait 8 ans mais était perspicace au-delà de son âge, a fait une observation qui a touché le cœur du problème. « Maman, pourquoi tante Rachel publie-t-elle des photos de nous sur Facebook? Elle ne nous a même pas demandé si nous voulions être dans ses publications. » Que veux-tu dire, chérie? Elle a mis cette photo de nous de Noël, mais elle ne nous a même pas beaucoup parlé ce jour-là. Elle était surtout sur son téléphone ou a parlé à grand-maman de questions d'argent. Lucas, qui avait 10 ans et avait toujours été sensible à la dynamique familiale, a ajouté son propre point de vue. Je me souviens de ce jour-là. Tante Rachel était contrariée parce que tu as dit que tu ne payais pas ses vacances au Mexique. Elle a dit que tu étais égoïste, mais ensuite elle a ouvert tous ces cadeaux que tu lui as achetés. Les enfants avaient absorbé plus que je ne le réalisais. Ils avaient été témoins d'années de réunions de famille où les conversations étaient centrées sur les demandes financières, où leurs tantes et leurs grands-parents montraient plus d'intérêt pour ce que je pouvais fournir que pour qui ils étaient en tant que personne. Êtes-vous triste de ne pas les voir autant, ai-je demandé, sincèrement inquiète de la façon dont la rupture familiale les affectait. Clara a haussé les épaules. Pas vraiment. Ils ne nous ont jamais vraiment posé de questions sur l'école ou nos amis de toute façon. Ils ont juste parlé de questions d'argent d'adultes. Lucas a acquiescé. Et ils ont toujours dit que nous étions chanceux parce que tu as un bon emploi, mais ils n'ont jamais dit que nous étions intelligents ou drôles ou quoi que ce soit sur nous. Leurs observations m'ont stupéfaite parce qu'elles étaient exactes. Ma famille ne s'était jamais vraiment engagée avec mes enfants en tant qu'individus. Les talents artistiques de Clara, l'amour de Lucas pour la science, leur réussite scolaire, leurs amitiés, aucune de ces choses n'avait jamais été un sujet de conversation lors des réunions de famille. Les enfants étaient reconnus comme chanceux grâce à mon succès financier, mais jamais célébrés pour leurs propres qualités et réalisations. Cette réalisation m'a amené à examiner d'autres aspects de la façon dont ma famille avait traité non seulement moi, mais toute mon unité familiale immédiate. Ethan, bien que marié à moi depuis 12 ans, avait toujours été quelque peu un étranger dans les réunions de famille. Son avis était rarement sollicité, ses réalisations professionnelles étaient minimalement reconnues, et ses inquiétudes concernant la situation financière de notre famille avaient été rejetées comme lui étant en contrôlant ou ne comprenant pas la dynamique familiale. J'ai commencé à prêter attention à la façon dont Ethan était traité lors des quelques interactions familiales qui ont eu lieu après que j'ai coupé le soutien financier. Quand papa s'est présenté à notre maison de location, il a à peine reconnu la présence d'Ethan. Quand maman a appelé, elle a demandé à me parler directement et a semblé agacée quand Ethan a répondu au téléphone.
Il ne l'avait jamais considéré comme un membre à part entière de la famille, juste comme mon mari qui influençait potentiellement mes décisions financières. Plus je réfléchissais à la dernière décennie, plus les schémas émergeaient. Les célébrations familiales avaient toujours été financées par moi, mais planifiées par d'autres selon leurs préférences. Les cadeaux de Noël étaient achetés par moi, mais le mérite de la générosité revenait à la personne qui les distribuait. Les vacances familiales que j'ai payées étaient organisées en fonction des emplois du temps et des préférences de chacun, sans tenir compte de ce qu'Ethan et moi, ou nos enfants, pouvions avoir envie de faire. Même le moment des demandes financières suivait des schémas conçus pour maximiser mes chances de dire oui. Les demandes arrivaient toujours à des moments où j'étais émotionnellement vulnérable ou particulièrement heureuse. Après avoir obtenu une promotion, quelqu'un avait besoin d'aide pour une dépense importante. Pendant les vacances, lorsque je me sentais généreuse et tournée vers la famille, quelqu'un vivait une crise qui nécessitait une intervention financière immédiate. Maman était devenue particulièrement habile dans cette manipulation. Elle appelait après avoir su que j'avais passé une bonne journée au travail, ou lorsqu'elle avait vu des publications sur les réseaux sociaux concernant ma famille faisant quelque chose d'amusant. La conversation commençait par un intérêt apparemment sincère pour ma vie, puis passait progressivement à ses dernières préoccupations financières. Avec le recul, je ne me souvenais d'aucune conversation avec elle au cours des 5 dernières années qui n'ait pas inclus une mention d'argent, de facture ou de stress financier. La manipulation est devenue encore plus évidente lorsque j'ai commencé à documenter la chronologie des demandes par rapport aux besoins réels de ma famille. Les demandes d'urgence de Rachel coïncidaient souvent avec des choses qu'elle voulait, plutôt qu'avec de véritables urgences. Le mois où elle avait besoin d'aide pour le paiement de sa voiture parce qu'elle était inopinément à court d'argent, j'ai appris plus tard qu'elle avait dépensé $800 pour un week-end dans un spa avec des amis. L'aide hypothécaire de l'oncle Mike a été demandée la même semaine où il a acheté une moto à $3000 pour se déplacer. Plus révélateur encore a été ce qui s'est passé lorsque j'ai essayé de suggérer des alternatives à l'aide financière. Lorsque Rachel s'est plainte de ses remboursements de prêts étudiants, je lui ai proposé de l'aider à établir un budget ou à examiner les options de remboursement basées sur le revenu. Elle a rejeté ces suggestions comme étant trop compliquées et a insisté sur le fait qu'un paiement direct était la seule solution. Lorsque l'entreprise de papa était en difficulté, j'ai suggéré qu'il embauche un consultant en affaires ou qu'il envisage des prêts aux petites entreprises. Il a rejeté ces idées comme étant inutiles alors qu'il avait une fille qui pouvait simplement l'aider temporairement. Aucun d'entre eux ne voulait de conseils, de relations ou d'aide pour devenir plus indépendant financièrement. Ils voulaient de l'argent, et ils voulaient que cela continue indéfiniment, sans question ni condition. Le tribut psychologique d'être le guichet automatique familial avait été énorme, mais je ne l'avais pas reconnu à l'époque. Je pensais que le stress constant faisait simplement partie du fait d'être un membre de famille responsable et attentionné. Maintenant, je réalise que l'anxiété que j'avais ressentie avant chaque réunion de famille, la crainte lorsque mon téléphone sonnait avec certains numéros, les nuits blanches lorsque plusieurs membres de la famille avaient des crises simultanées, rien de tout cela n'était normal ou sain. Ethan avait essayé de le souligner au fil des ans, mais j'ai rejeté ses préoccupations en disant qu'il ne comprenait pas la dynamique d'une famille nombreuse et soudée. Maintenant, je pouvais voir que ce que je pensais être de la proximité était en réalité de l'enchevêtrement, et que ce que je pensais être de l'amour était en réalité de l'exploitation. L'analyse financière que j'avais faite en coupant le soutien a révélé des chiffres qui m'ont même choqué. En plus des $800 000 que j'avais calculés en soutien direct, il y avait des coûts indirects que je n'avais pas initialement pris en compte. Le stress de la gestion de la crise financière de chacun avait parfois affecté mes performances au travail, ce qui m'avait potentiellement coûté des augmentations ou des promotions. Le temps que j'avais passé à coordonner les paiements, à rechercher des solutions à leurs problèmes et à gérer la logistique du soutien de 12 adultes aurait pu être investi dans les objectifs de ma propre famille ou dans l'avancement de ma carrière. Il y avait aussi des coûts d'opportunité. L'argent qui était allé aux dépenses courantes de ma famille n'a pas pu être investi dans les fonds universitaires de mes enfants ou dans notre épargne retraite. Des vacances que nous n'avons pas prises parce que quelqu'un d'autre avait besoin d'argent pour sa crise. Des rénovations domiciliaires que nous avons retardées parce que papa avait besoin de capital d'entreprise. Les leçons de piano de Clara que nous avons reportées parce que Rachel avait besoin d'aide pour les réparations de sa voiture. Plus important encore, il y avait les coûts relationnels. Ethan et moi nous étions fréquemment disputés au sujet de l'argent, non pas parce que nous n'étions pas d'accord sur nos dépenses familiales, mais parce que nous n'étions pas d'accord sur le montant du soutien à fournir à notre famille élargie. Ces disputes avaient créé des tensions dans notre mariage et nous avaient empêchés d'être complètement unis en tant que couple. Les enfants avaient absorbé cette tension et avaient appris à associer les réunions de famille au stress et au conflit plutôt qu'à la joie et à la connexion.
Le déluge de tentatives de contact a continué pendant 2 semaines. Lorsqu'ils ont réalisé que je ne répondais pas aux appels, aux SMS, aux messages vocaux ou aux visites personnelles, ils ont fait appel à d'autres personnes. Des membres de l'église, des amis de la famille, même d'anciens collègues ont appelé pour me dire que j'étais dur et que la famille pardonne. Madame Peterson de l'église de maman a appelé l'hôtel. Olivia, ma chère, ta mère est juste dévastée. Elle ne pensait pas ce qu'elle a dit. Ne peux-tu pas trouver dans ton cœur de pardonner? Est-ce que Madame Peterson, ma mère vous a dit qu'elle vivait dans une maison que j'ai payée pendant 10 ans? A-t-elle mentionné que lorsque ma maison a été détruite et que mes enfants avaient besoin d'un abri, elle m'a dit que ce n'était pas une œuvre de bienfaisance? Le silence était gênant. Eh bien, non, elle n'a pas mentionné ces détails. Alors peut-être que vous n'avez pas toute l'histoire. Ces conversations ont révélé quelque chose d'important. Ma famille n'avait jamais parlé à personne d'autre de l'étendue de mon soutien financier. Aux yeux du monde extérieur, ils semblaient être des adultes indépendants et prospères. Le récit qu'ils ont construit était que j'étais une sorte d'enfant égoïste faisant un caprice, pas une femme qui avait soutenu financièrement 12 adultes tout en étant rejetée dans mon moment de besoin. 3 mois après avoir coupé le soutien, papa s'est présenté à ma maison de location temporaire. Nous avons finalement trouvé un endroit où séjourner pendant que notre maison était reconstruite, et il a d'une manière ou d'une autre retrouvé l'adresse. Olivia, nous devons parler. Je lui ai parlé à travers la sonnette ring. Il n'y a rien à dire, papa. Allez, déverrouille la porte. Je suis ton père. Tu es aussi l'homme qui m'a traité d'échec et qui a dit que tu n'accueilles pas les échecs. Ses épaules se sont affaissées. J'étais stressé, chérie. Tu sais que je ne pensais pas ça. Ce que je sais, c'est que pendant 7 ans, j'ai soutenu financièrement cette famille. J'ai payé votre hypothèque, vos factures médicales, couvert les urgences, financé les vacances et essentiellement subventionné tout votre style de vie. Quand j'ai eu une urgence et que j'ai eu besoin d'une aide temporaire, vous m'avez traité d'irresponsable et d'échec. Nous pouvons arranger ça. Allez, ouvre juste la porte, papa. En 7 ans où je vous ai soutenu, combien de fois vous êtes-vous enquis de mon bien-être? Combien de fois avez-vous posé des questions sur mon stress au travail, les besoins de mes enfants ou mon mariage? Combien de fois avez-vous exprimé une gratitude sincère au lieu de simplement prendre l'argent et d'en demander plus? Il est resté silencieux pendant un long moment. Nous avons apprécié tout. Vraiment? Parce que vos actions lorsque j'ai eu besoin d'aide ont suggéré le contraire. Olivia, je suis désolé, nous le sommes tous, mais tu ne peux pas simplement abandonner ta famille. Je n'ai pas abandonné ma famille, papa. La famille m'a abandonné. 2 mois plus tard, les conséquences devenaient claires. Maman et papa vendaient leur maison, incapables de payer les mensualités hypothécaires. Ils avaient emménagé temporairement chez Rachel, ce qui créait des tensions dans son petit appartement car elle ne pouvait plus payer son loyer sans mon aide. L'oncle Mike avait fait défaut sur son hypothèque et risquait la saisie. Les enfants de la cousine Jennifer étaient de retour à l'école publique, et elle était furieuse de la perturbation de leur éducation. La mère de la tante Linda avait en effet été transférée dans une maison de retraite Medicaid, qui était en fait plus agréable que la maison privée que je finançais. Rachel avait pris un 2e emploi de serveuse le week-end, ce qu'elle avait toujours prétendu être au-dessous d'elle lorsque je lui avais suggéré de compléter ses revenus auparavant. Papa recherchait activement des contrats de construction au lieu d'attendre qu'ils viennent à lui. Maman avait obtenu un emploi dans un magasin de détail local. En d'autres termes, il faisait tout ce que font les adultes financièrement responsables lorsqu'ils ont besoin d'argent, ils le gagnaient. Le développement le plus surprenant est venu de mes grands-parents. Grand-père a appelé un soir, et son numéro n'était pas bloqué parce qu'il n'avait jamais été exigeant ou manipulateur. Olivia, chérie, je veux que tu saches que grand-maman et moi ne t'avons jamais demandé de payer pour nos médicaments. Je sais, grand-père. J'ai proposé parce que je voulais aider, et nous l'avons apprécié. Nous l'avons vraiment fait. Mais nous nous en sortions avant, et nous nous en sortons maintenant. Ce que tes parents et ta sœur t'ont fait était mal, et nous leur avons dit. Merci d'avoir dit ça. Nous voulons aussi que tu saches que nous avons parlé à Clara et Lucas en appel vidéo. Ce sont de bons enfants, et ils regrettent de ne plus avoir de dîner du dimanche en famille. Serait-il possible que juste grand-maman et moi les emmenions manger une glace un jour? Pas d'autres familles, pas de drame, juste les grands-parents et les petits-enfants. C'était le premier contact authentique, sans condition, que j'avais eu de qui que ce soit dans la famille.
Je pense qu'ils adoreraient ça. 3 mois après l'ouragan, notre maison a finalement été reconstruite, et nous emménagions de nouveau. Le règlement d'assurance avait été complété par notre fonds d'urgence, et bien que ce soit cher, nous étions financièrement stables. Plus important encore, sans la ponction mensuelle de $9 200 pour soutenir ma famille élargie, nous économisions réellement de l'argent pour la première fois depuis des années. Ethan et moi dînions sur notre nouvelle terrasse, regardant Clara et Lucas jouer dans le jardin quand il a soulevé quelque chose auquel je pensais aussi. Regrettes-tu parfois de les avoir coupés? J'ai examiné attentivement la question. Je regrette que cela ait été nécessaire. Je regrette d'avoir permis leur dépendance pendant si longtemps. Je regrette d'avoir confondu soutien financier et amour, et je regrette qu'ils aient confondu ma générosité avec une obligation. Mais regrettes-tu la décision elle-même? Non. Pour la première fois en 10 ans, j'ai l'impression de vivre ma propre vie au lieu de financer celle de tout le monde. Les enfants sont plus heureux parce que je suis moins stressé. Notre mariage est plus fort parce que nous ne nous disputons pas constamment au sujet de l'argent qui va à ta famille. Et honnêtement, les voir assumer leurs responsabilités m'a ouvert les yeux. Certains semblent bien se débrouiller avec l'indépendance. Ils le font. Rachel est en fait fière de son 2e emploi maintenant. Elle a posté sur les réseaux sociaux qu'elle travaillait dur pour ses objectifs et qu'elle développait son caractère à travers les défis. Tu penses que certains d'entre eux ont appris quelque chose? Certains l'ont fait. Rachel a envoyé une lettre la semaine dernière, une vraie lettre manuscrite. Elle s'est excusée pour son comportement et a reconnu qu'elle était devenue privilégiée et dépendante. Elle n'a pas demandé d'argent ou d'aide, a juste dit qu'elle était désolée et espérait que nous pourrions reconstruire notre relation un jour. C'est quelque chose. C'est vrai. Elle est aussi la seule à avoir reconnu ce que j'ai fait pour elle au fil des ans ou à avoir assumé la responsabilité de sa réaction quand j'ai eu besoin d'aide. Qu'en est-il de tes parents? J'ai soupiré. Maman appelle les enfants de temps en temps, ce qui est gentil, mais elle et papa sont toujours concentrés sur leur propre stress financier. La dernière conversation que j'ai eue avec maman, elle a passé 20 minutes à se plaindre de devoir travailler dans le commerce de détail comme si c'était en quelque sorte ma faute si elle doit subvenir à ses besoins à 62 ans. Penses-tu que tu reprendras un jour une relation avec eux? Peut-être un jour, s'ils peuvent apprendre à me voir comme une fille plutôt que comme un compte bancaire. Mais ce devrait être une relation très différente de celle que nous avions avant. Ce soir-là, Clara m'a posé une question qui a remis tout en perspective. Maman, es-tu triste que nous ne voyions plus autant grand-maman et grand-père? Parfois, chérie. Certaines parties de ce qui se passait avant me manquent. Mais tu sembles plus heureuse maintenant. La vérité sort de la bouche des enfants, je pense que je suis plus heureuse. Pourquoi penses-tu ça? Avant, tu étais toujours inquiète pour l'argent et toujours au téléphone avec quelqu'un qui avait besoin d'aide. Maintenant, tu joues à des jeux avec nous, et tu ris plus. Elle avait raison. Le stress constant de la gestion de la crise financière de tout le monde tout en construisant ma propre sécurité familiale avait été épuisant. La charge mentale de suivre qui avait besoin de quoi, quel paiement était dû quand, et quelle urgence nécessitait une attention immédiate avait consommé une énergie mentale et émotionnelle énorme. Maintenant, nos conversations familiales portaient sur nos propres objectifs, nos rêves et nos défis. Nous planifions des vacances en fonction de ce que nous voulons faire, pas en fonction de qui pourrait avoir besoin d'une aide financière pendant notre absence. Nous prenions des décisions concernant notre argent en fonction des besoins et des valeurs de notre famille, pas en fonction d'obligations extérieures envers des adultes capables de subvenir à leurs propres besoins. 6 mois plus tard, j'ai reçu un SMS inattendu de Rachel. Olivia, je sais que je ne mérite pas de réponse, mais je voulais te donner des nouvelles. J'ai terminé ma maîtrise en leadership éducatif et j'ai été promue directrice adjointe. L'augmentation de salaire signifie que je peux enfin tout me permettre seul. Je veux aussi te remercier, pas seulement pour les années de soutien, mais aussi pour m'avoir coupé. Je ne me rendais pas compte à quel point j'étais devenu faible et privilégié jusqu'à ce que je doive me tenir sur mes 2 pieds. Je suis fier de moi pour la première fois depuis des années, et je sais que cela ne serait pas arrivé si tu avais continué à me soutenir. J'espère qu'un jour nous pourrons redevenir des sœurs, de vraies sœurs qui se soutiennent émotionnellement au lieu de seulement financièrement. J'ai montré le SMS à Ethan, et nous avons tous les deux convenu que c'était un véritable pas en avant. 1 an et demi plus tard, Rachel et moi nous sommes rencontrés pour prendre un café. Elle avait l'air différente, plus confiante, plus mature. Elle parlait de son travail avec fierté, partageait des histoires sur la façon de surmonter les défis de façon indépendante,
et posait des questions sur ma vie et mes enfants avec un intérêt sincère. Je dois te demander quelque chose, dit-elle vers la fin de notre conversation. D'accord. Pendant combien de temps nous as-tu tous soutenus financièrement? Je veux dire, je connaissais mes affaires, mais je commence à réaliser que c'était bien plus important que ça. Environ 7 ans, et c'était la plupart de la famille élargie. Combien? J'avais en fait calculé cela récemment pour ma propre tranquillité d'esprit, y compris les prêts qui n'ont jamais été remboursés, les paiements continus et les fonds d'urgence, environ 750 000 $. Son visage est devenu blanc. 750 000 $, plus ou moins. Oh mon Dieu, Olivia, je n'en avais aucune idée. Je veux dire, je savais que tu m'aidais, mais je pensais que tout le monde gérait sa propre situation pour la plupart. C'était un peu le but, tout le monde pouvait conserver sa dignité et sa vie privée, mais nous en avons profité. Nous avons profité de toi. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je t'ai traité d'égoïste alors que tu finançais littéralement tout mon style de vie. Je t'ai dit de prendre tes enfants et de partir alors que tu payais mon loyer depuis 5 ans. Tu avais peur et tu étais stressé. Non, ne me cherche pas d'excuses. J'étais privilégié et cruel. Tu as perdu ta maison, et au lieu d'offrir du réconfort et du soutien, j'étais inquiète pour ma propre commodité. Cette conversation a été le début de la reconstruction de notre relation, mais elle était fondamentalement différente d'avant. Rachel n'a jamais demandé d'argent ou d'aide. Au lieu de cela, elle a offert son soutien quand j'en avais besoin. Quand Clara s'est cassé le bras, et que j'étais stressé de jongler entre le travail et les rendez-vous médicaux, Rachel a pris des jours de congé pour aider à la garde des enfants. Quand j'étais dépassé par une échéance de projet, elle a apporté le dîner et a aidé les enfants à faire leurs devoirs. Maman et papa ont mis plus de temps à changer. Il s'est passé près de 18 mois avant que papa appelle avec autre chose que des plaintes financières ou des remises de culpabilité. Olivia, je te dois des excuses, de vraies excuses, d'accord? J'ai réfléchi, et j'ai fait des calculs. J'ai compris ce que tu dépensais pour nous tous chaque mois, et chérie, j'ai honte de moi. Papa. Non, laisse-moi finir. Tu soutenais 12 adultes, et nous avons tous pris ça pour acquis. Nous t'avons traité comme notre banque personnelle au lieu de notre fille et sœur, et quand tu as eu besoin d'aide, nous t'avons tourné le dos. J'apprécie que tu dises ça. Je veux aussi que tu saches que ta mère et moi allons bien. Nous avons déménagé dans une maison plus petite que nous pouvons réellement nous permettre, et nous travaillons tous les deux. Nous ne sommes pas riches, mais nous sommes indépendants, et ça fait du bien. Je suis contente d'entendre ça. Nous aimerions voir les enfants de temps en temps, si ça ne te dérange pas. Pas chez nous. Nous savons que nous devons regagner ta confiance. Peut-être pourrions-nous nous rencontrer au parc ou dans un endroit neutre. Cette rencontre s'est bien passée. Maman et papa étaient des grands-parents différents de ce qu'ils étaient avant, plus présents, plus concentrés sur les enfants plutôt que sur leur propre stress financier. Clara et Lucas étaient prudents au début, mais ils se sont souvenus des grands-parents qui avaient joué à des jeux avec eux avant que l'argent ne devienne le centre de chaque interaction familiale. Maintenant, 3 ans après l'ouragan, je peux honnêtement dire que couper le soutien financier a été la meilleure décision que j'ai jamais prise pour mes relations familiales. Les gens qui se souciaient vraiment de moi en tant que personne ont trouvé des moyens de reconstruire nos relations basées sur le respect mutuel et l'affection sincère. Les gens qui ne me valorisaient que pour mon argent, eh bien, ils sont toujours en colère, mais cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur ce que je signifiais pour eux. Mon mariage est plus fort parce qu'Ethan et moi sommes enfin des partenaires financiers travaillant vers des objectifs communs, au lieu que je sois tiré dans 12 directions différentes par des obligations extérieures. Mes enfants ont une mère présente et émotionnellement disponible au lieu d'être constamment stressés par la gestion de la crise de tout le monde. Plus important encore, j'ai appris la différence entre la générosité et l'encouragement de la dépendance, entre la famille et les utilisateurs, et entre l'amour et l'obligation financière. Une vraie famille ne vous abandonne pas quand vous avez besoin d'aide, puis exige de la cohérence dans votre rôle de guichet automatique personnel. Les 73 appels manqués de cette première nuit avec un son de panique de personnes qui avaient confondu ma générosité avec leurs droits. Le silence maintenant est le son de la paix d'une femme qui a finalement appris qu'on ne peut pas acheter l'amour et le respect véritable, et qu'on ne devrait pas avoir à le faire.